cabane en train de déguster des fraises que j'avais chapardées à ma mère, on entendit une voix hurler « Bras bouillon! Bras bouillon! Bras bouillon! Où es-tu » Et comme ça que sa mère, mes parents inquiets m'attendaient. Ils m'ont demandé où j'étais, et pressé de questions pour savoir qui était ce garçon avec qui je jouais. Et lorsque je leur ai dit que mon copain Jean habitait au pâtis, mon père a hurlé « Mais c'est un Hervé Bazin! Tu jouais avec un Hervé Bazin !» Et alors, il m'a regardé dans les yeux, et sur un ton professoral, il a dit « Je t'interdis de revoir ce garçon. Un fils de paysan ne joue pas avec un fils de bourgeois. » Et pourquoi? C'est ce que j'ai demandé. Il est en colère. Il m'a répondu « Parce qu'on n'est pas du même monde !» Moi, je ne comprenais pas. Pourquoi un enfant de bourgeois et un enfant de paysan n'avaient pas le droit d'être amis? Alors qu'as-tu fait? J'ai désobéi. Ah. J'ai désobéi. À chaque fois que je pouvais m'échapper, je retournais dans la cabane. Les gens y venaient également, à chaque fois qu'ils pouvaient s'esquiver. Nous avions décidé que ce serait notre secret. Augustin Perrando, fils de paysan, et Jean-Hervé Bazin, fils de bourgeois, sont deux amis, heureux de se retrouver pour pêcher des grenouilles ou s'amuser à faire des concours de ricochet. Et puis un jour, Jean n'est plus venu. J'ai compris que sa mère avait découvert notre secret et l'avait puni. Car il m'avait confié tout ce qu'elle lui faisait endurer. Alors, tu savais ce que sa mère lui faisait subir et tu n'as rien dit. J'ai juré de ne pas le répéter, ça faisait partie de notre secret. Et de toute façon, personne ne m'aurait cru. Mais quoi? Cette femme a infligé des maltraitances à ses enfants pendant des années et tu n'as rien dit sous prétexte que personne ne t'aurait cru? Oh, mais c'est à cause de monstres comme toi que des gens comme Folcoche agissent en toute impunité. Non! Tu es en train de me traiter de lâche? Oh maman, je suis cherchée partout. Je vais aller au cinéma ce soir. Oh papy, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah. C'est quoi tout ça là? Tu es où là? Oh, bonjour monsieur le président. Tu sais qui c'est? Bon, ici Radio Savoir-Vivre, je réponds quand on me parle. J'avais entendu dire que ces gadgets rendaient sourds, mais ça donne aussi un air stupide. Bon, tu sais qui c'est? Un copain, papy. Si vous vous intéressiez un peu à ce que je fais, vous vous rappellerez que j'ai participé au prix Goncourt des lycéens. Hein. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne s'est pas contenté de survoler les romans, et on ne s'est pas non plus amusé à donner le prix à celui qui avait les plus beaux yeux bleus. Bon, dès la rentrée de septembre, on a étudié les 12 œuvres qui concouraient. Pour attribuer le prix, je vous le dis en passant, au roman Parle-leur de bataille, de rois et d'éléphants, de Mathias Sénard. Non, un super roman, je te signale. Et puis aussi... Calme-toi. Papy te demande simplement si tu sais qui c'est. Eh ben, Hervé Bazin, président Angevin, écrivain angevin et président de l'Académie Goncourt, pardon. Notre prof de français angevin depuis 50 générations. Il nous a bien expliqué que le prix Goncourt a vu le jour grâce à Hervé Bazin, qui s'est engagé et investi personnellement. Bon, et puis pareil pour le Goncourt du roman, le Goncourt de la nouvelle, le Goncourt de la biographie, oh, et j'en dois en oublier. Mais c'est bien. Je suis content que tu t'intéresses au Goncourt et à notre grand écrivain. Tu nous as bien dit tout à l'heure que ton ami Hervé Bazin avait révolutionné l'Académie Goncourt. Non, révolutionner. C'est exagéré, j'ai dit bousculer. Explique la différence. Il a créé les prix provinciaux, comme le prix des lycéens à Rennes, qui obligeait pour la première fois les académiciens à sortir de leur petit cocon parisien.
Il a nommé des correspondants dans les pays francophones, au Québec, au Sénégal, en Suisse, ce qui favorisait la création et le développement de la culture française à l'étranger. Et c'est tout. Mais attends, je vais lui donner quelques détails. Ah non! Ah si, Gérard n'est pas Jean-Hervé Bazin, d'accord? Oui, mais il a quand même été dit! Oui, oh, qu'il a commis quelques larcins, vrai. Son père, juge d'instruction, craignait de voir sa carrière compromise s'il allait en prison, vrai. Pour éviter un jugement, son père le fait interner, vrai, mais à l'époque, hein, c'était chose courante. Oh là là! Faut que je fasse attention, moi, quand je parle du parfait monsieur Hervé Bazin! Oh non, il n'était pas parfait. Il avait un caractère difficile, contestataire et impulsif. Mais lorsque l'on parle de ces années troubles, c'est avant tout des années troublées par une accumulation de désillusions, de vexations, de frustrations. Des désillusions, des vexations, des frustrations, tout le monde en a! C'est pas une raison pour dériver! Eh bien sûr que non, mais essaie de comprendre. Tout ce qu'il aimait, on lui interdisait. Exemple, comme dans toutes les familles bourgeoises, il est obligé d'apprendre le piano. Lorsque sa mère s'aperçoit qu'il y prend du plaisir, elle lui supprime. Après son bac littéraire, il désire s'inscrire à l'école de journalisme de Lille. Ses parents l'inscrivent contre son gré à la faculté catholique de droit d'Angers. Il ne présente pas l'examen d'ailleurs, mais il passe et obtient un certificat de botanique qu'il avait préparé en cachette. De colère, son père l'inscrit au Britannique de la Flèche. Il a 19 ans, un esprit littéraire, un caractère impulsif qui ne s'accorde pas avec la rigidité d'une école militaire. Mais au bout de 6 mois, il explose. Il s'enfuit du Britannique et arrive en pleine nuit au château du Paty. Vole la voiture de son père, s'enfuit tout phare éteint vers Paris. Au bout de 1 kilomètre, il bute contre un arbre. Il passe à travers le pare-brise. Commotion cérébrale. Amnésique, il erre pendant plus d'1 semaine. Lorsqu'on retrouve, son père en profite pour le faire incarner. C'est bien ce que je dis. J'ai regardé sur Internet Ah. et... Internet. Alors là, vous les jeunes... Oh, merci pour la jeune, papa. Et c'est reparti. Non mais au lieu de réfléchir et de chercher dans les livres, vous vous abrutissez sur votre Internet. Et plus grave, vous croyez tout ce qu'il vous raconte, votre gogol. Mais la mémoire des anciens, alors, qu'est-ce que vous en faites? Mon gogol, comme tu dis, il m'a appris que ton ami Jean, il avait reçu le prix Lénine. Dis donc, c'est pas très glorieux, ça? Ah ben voilà, c'est exactement ce que je disais, n'importe quoi. Bah pourquoi, c'est faux? Non, c'est vrai. Alors? Mais votre gogol, là... Google! Oui, bon, il vous a pas dit le comment du pourquoi. Et papy fait sa révolution. Et il va nous expliquer que le prix Lénine pour Hervé Bazin, avec le comment du pourquoi, devient un bon prix. Mais bon ou mauvais n'est pas la question. Je dis simplement que c'était très courageux de sa part de l'accepter. Et je comprends, effectivement, que toute sa vie, son enfance, sa jeunesse ont influencé son œuvre, ton ami Jean. Alors, on peut se demander, que serait-il devenu sans Folcoche? Folcoche est un personnage de roman. Non, la question que l'on doit se poser, c'est que serait-il devenu s'il avait eu une autre enfance? Et là, la réponse est évidente. Il serait devenu ce qu'il est, un grand écrivain. C'est pas par hasard ou par chance qu'il est devenu le 2e auteur français le plus vendu du XXe siècle. C'est grâce à son tempérament pugnace, à son sens de l'observation, à sa rage d'écrire, à sa persévérance, et puis à son talent. Son talent. Chacun trouve sa source dans les eaux de sa mère. Et ce baptême-là, s'il manque de chaleur, glace pour l'éternité.